Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la matinale info sur Tui TV. Voici les titres de l'actualité. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, reçu en audience par le président du Faso Kaboré. La gestion des réfugiés et la situation des déplacés internes étaient au centre des échanges. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso face à la presse pour faire le point des mesures prises pour lutter contre le coronavirus qui a déjà causé la mort de centaines de personnes. C'était hier 4 février. Et puis en Guinée, le président Alpha Condé a pris un décret reportant les législatives prévues le 16 février au 1er mars 2020. Un report qui pourrait amener l'opposition à revoir sa position. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Audience à la présidence du Faso Kaboré a reçu ce mardi le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La situation des déplacés internes et la gestion des réfugiés étaient au cœur de leurs échanges. Filippo Grandi a révélé la gravité de la situation et réaffirmé le soutien de son institution pour accompagner les efforts du gouvernement dans la prise en charge de ces personnes vulnérables. Aïna Tiamtoré. La situation des réfugiés maliens au Burkina Faso et les conditions de vie difficiles des déplacés internes parmi lesquels ceux de Dori et de Kaya étaient entre autres au centre des échanges entre le président du Faso et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Pour Filippo Grandi, l'heure est grave au regard de l'insécurité galopante et il est nécessaire d'agir au plus vite afin de permettre à ces personnes de retourner chez elles. Nous nous sommes focalisés tout d'abord sur la question très importante, très urgente des déplacés. Vous savez, cela interpelle directement le mandat du haut-commissaire et l'expertise même du haut-commissariat des réfugiés, donc la nôtre. Et les déplacés eux-mêmes, avec qui j'ai parlé à Kaya, à Dori et dans d'autres endroits, ont fait état de violences barbares, inouïes, donc violences dirigées directement sur les civils, hommes tués, femmes violées, enfants même brutalisés et gens qui sont obligés ou même des fois forcés à quitter leur foyer et à se réfugier dans d'autres zones plus sûres du pays. Pour le diplomate, l'assistance à ces personnes dont le nombre augmente de jour en jour constitue un défi et le Burkina Faso peut compter sur le soutien du HCR. Il a évoqué le cas des réfugiés maliens au Burkina Faso. Le Burkina Faso héberge depuis très longtemps d'ailleurs à peu près 25 000 réfugiés maliens. Le ministre l'a bien expliqué hier, il y en a dans 2 camps, près de Djibo et près de Dori, et il y en a aussi qui sont hors camp, à peu près un tiers chacun. Et le problème en ce moment est autour du camp de Mintao, parce que ce camp-là malheureusement se trouve dans la zone qui est maintenant en dehors de l'autorité, qui n'est plus sous le contrôle à cause de l'activité des groupes armés. Donc les réfugiés se trouvent un peu isolés, tout comme la population locale. Donc on va voir comment on n'a pas de solution immédiate, mais certainement hier j'ai vu des représentants de ces réfugiés, ils m'ont dit qu'ils ont besoin d'aide, d'aller dans des zones plus sûres. Il faut faire ça tout en évitant des problèmes sécuritaires aux communautés locales et à l'État du Burkina. Et Filippo Grandi d'ajouter que cette situation demande plus d'efforts et d'appui. Il a donc lancé un appel à la communauté humanitaire afin de venir en aide aux autorités locales et nationales dans la lutte contre le terrorisme. Le ministère de l'Économie et des Finances et du Développement a procédé ce mardi à la restitution de l'étude sur l'état des lieux du contrôle interne de ces structures. La mission a été conduite par l'Inspection générale des finances et elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route budgétaire du Minefid. Sanata Serré. 28 structures du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ont fait l'objet d'un contrôle interne au cours de l'année 2019. Ce mardi 4 février à Ouagadougou, les résultats de l'évaluation des structures et programmes budgétaires ont été présentés aux différents acteurs. Cette mission d'évaluation vise, entre autres, à disposer d'un état des lieux du contrôle interne existant dans chaque structure et programme budgétaire, tout en mettant en exergue leurs points d'amélioration. Le ministère a des objectifs à atteindre, il y a une politique à mettre en œuvre et qui s'inscrit dans un cadre global, la mise en œuvre de la politique du gouvernement.
Donc ces outils, cette opération permet de voir si des dispositifs sont en place au sein des ministères pour leur permettre d'exécuter efficacement leurs tâches. Donc c'est vraiment ça l'exercice ultime, l'objectif ultime. Donc en systématisant le contrôle interne, on met une démarche méthodique qui permet de nous organiser, comme ça a été dit, de documenter les différentes activités et donc de parvenir aux objectifs souhaités. Il ressort de cette étude d'évaluation qu'aucune structure n'a été classée dans la zone verte, à l'exception du programme budgétaire mobilisé. L'on retient que très peu de structures auditées ne disposent pas d'un niveau de maturité de contrôle interne intégré ou optimisé. Il y a beaucoup de travail à faire. Comme vous l'avez si bien vu, il y a beaucoup de structures qui sont en rouge, mais ce n'est pas un mauvais rouge, j'allais dire, parce que ce n'est pas tout à fait zéro, il y a déjà quelque chose. Et il faut dire que le ministère a cette culture-là depuis bientôt une décennie. Il y avait eu un petit relâchement. Je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de structures sont en rouge. Mais nous espérons bien que quand tout sera mis en œuvre, et la prochaine évaluation, en tout cas la plupart des structures seront vertes. Et pour améliorer la qualité des dispositifs de contrôle interne, l'équipe de mission de l'Inspection générale des finances a fait des propositions. Il s'agit notamment de l'adoption d'une charte de gestion des programmes budgétaires, des documents d'orientation et des guides des tâches et la prise en charge des points d'amélioration des dispositifs de contrôle interne identifiés pour chaque direction opérationnelle. Sur 6 384 personnes infectées par le virus corona dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, 313 cas de décès ont déjà été enregistrés. Ces chiffres sont de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso qui a animé un point de presse ce mardi 4 février. Conférence de presse au cours de laquelle l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso a présenté les mesures prises pour lutter contre ce virus. Maxime Jean-Eudes Bambara. Face à la presse cet après-midi du mardi 4 février 2020, l'ambassadeur de la République populaire de Chine donne des informations quant aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Un virus qui a provoqué une épidémie dans ce pays avec 313 décès déjà enregistrés sur 6 384 cas confirmés. Le virus a déjà fait 20 527 cas confirmés, 23 214 cas suspects. Et parmi eux, il y a 426 décès en Chine. Dans la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, dont les habitants sont les plus éprouvés par le virus, il y a 6 384 cas confirmés, dont 313 décès. L'une des mesures draconiennes prises par son pays contre ce virus est, selon l'ambassadeur Li John, la construction des 2 hôpitaux à Wuhan, foyer de l'épidémie. Le premier hôpital de 1000 lits que vous avez vu a été construit à Huoshenshan en 10 jours et a commencé à accueillir les patients hier, 3 février 2020. Le deuxième hôpital de 1600 lits sera implanté à Leishenshan, n'est pas très loin, et sera fonctionnel à partir du 5 février, c'est-à-dire demain. Plus de 1000 membres du personnel médical militaire de l'armée populaire de libération ont été dépêchés sur les lieux. Nous avons également aménagé un stade et 2 centres d'exposition à Wuhan pour en transformer en 3 hôpitaux supplémentaires avec plus de 3000 lits. 52 équipes médicales des autres provinces chinoises avec plus de 6000 médecins ont également été dépêchées à la province Hubei pour appuyer le personnel médical local, ce qui a permis, selon l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, à 717 patients de guérir de la maladie. L'origine du coronavirus reste jusque-là méconnue par l'OMS, qui l'a par ailleurs déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale. Cette fois-ci aussi, on pense que c'est un animal. Comme vous le savez, dans les premières investigations, il semblerait que l'épidémie soit partie des gens qui travaillaient dans un marché à Wuhan, un marché de poissons et de fruits de mer, dont les investigations sont en cours. On finira par trouver quelle est la... Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le fait que maintenant, il y a une transmission humaine. Donc, c'est cette transmission humaine qu'il faut interrompre. Le travail de prévention se mène également au Burkina Faso, selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li John, qui appelle par ailleurs à la mobilisation de tous pour vaincre ce virus.
Et puis, selon les tout derniers chiffres, le bilan de l'épidémie s'établit désormais à près de 500 morts et plus de 24 000 cas confirmés. Et ce 4 février a été dédié Journée mondiale de la lutte contre le cancer. À cet effet, l'Association des femmes artistes musiciennes a organisé plusieurs activités au profit des femmes, dont une campagne de sensibilisation et un test de dépistage du cancer du col de l'utérus qui fait beaucoup de victimes au Burkina Faso. Elodie Poda et Michael Tougré. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du cancer, l'Association des femmes artistes musiciennes, ABFAM, en collaboration avec Médecins du Monde, a organisé ce mardi à Ouagadougou une sensibilisation et un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et c'est la cité universitaire de Gounguin, communément appelée cité chinoise, qui a été choisie pour cette activité de l'ABFAM. Et pour les initiatrices de cette campagne, les personnes qui seront déclarées positives seront gratuitement prises en charge par leurs partenaires Médecins du Monde. L'objectif d'abord de ce dépistage aujourd'hui, c'est de détecter les lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Et donc, c'est dire que quand ces femmes-là sont détectées des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus, elles ont la chance de se faire traiter. Voilà. Donc, c'est ce qui est aussi l'avantage de se faire traiter gratuitement afin d'avoir, n'est-ce pas, la santé. Et nous avons aussi, il y a aussi des plaidoyers que les artistes musiciennes, elles se sont mises ensemble pour lancer ces plaidoyers-là, pour dire non, n'est-ce pas, au décès lié au cancer du col de l'utérus. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Pour penser le refus du test de dépistage du cancer du col de l'utérus par les femmes est dû souvent à la peur et à l'ignorance. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que même si les femmes, beaucoup sont sensibilisées, pas toutes les femmes, mais parmi celles-mêmes qui sont sensibilisées, rares sont celles qui font le pas. J'avoue humblement que je n'ai jamais fait le pas. Je n'ai jamais fait un dépistage. Et pourtant, je suis consciente de l'existence de la maladie. Donc, je pense que l'initiative de nous, on nous a distribué des papillons que j'ai pris comme ça. Et quand j'ai pris, moi-même, j'en ai pris 4 ou 5 à les donner à des collègues. Et je me suis dit, bon, chaque jour, on fait les dépistages, on parle du cancer du col de l'utérus. Nous-mêmes, parfois, dans le cadre du travail, on sensibilise les femmes. Et mais nous-mêmes, toutes nous, les femmes qui sont même dans ces milieux-là ne se dépistent pas. Je me suis dit qu'aujourd'hui, là, je suis là, il faut que je me dépiste pour savoir si je l'ai ou pas. Plus d'une centaine de femmes se sont inscrites en cette matinée pour se faire dépister, a indiqué la présidente de l'ABFAM. Les infections sexuellement transmissibles et les accouchements trop rapprochés sont les principaux facteurs de risque du cancer du col de l'utérus. Un panel et un concert de sensibilisation étaient également au programme de cette journée de commémoration de l'ABFAM. Le club d'action et de soutien au groupe Magic System Burkina Kasomag a honoré les promesses faites aux habitants du Ganzourgou dans la région du plateau central. La 3e dose du vaccin anti-hépatite a été administrée aux populations dimanche dernier. La Kasomag vise l'objectif zéro contamination dans cette localité. Les détails avec Nadine Zongo. Face à la persistance des hépatites virales au Burkina Faso, et à l'absence d'un programme national de riposte contre cette maladie du foie, des bonnes volontés se mobilisent pour barrer la route à ce fléau qui a déjà touché plus de 2 millions de personnes au Burkina Faso. Au nombre de ces bienfaiteurs, on a le Kasomag, le club d'action et de soutien du groupe Magic System. Ces jeunes ont décidé de perpétuer la vision et le combat du groupe Magic System au Burkina Faso en s'attaquant aux problèmes sanitaires et environnementaux. Et ici à Zorgo, ils sont venus combattre les hépatites B et C. La première fois, on avait touché 600 personnes. On avait pu prendre en charge 350 personnes. Donc, et cette fois-là, nous sommes venus pour la 3e dose pour 350 personnes d'abord pour vacciner 350 personnes qui ont déjà reçu. Et en plus de ça, les personnes, nous avons 350 tests de dépistage. Personnes à dépister et ces personnes-là seront également vaccinées. Il faut aussi noter qu'un fait notable, c'est qu'il y aura une prise en charge pour tous les cas qui seront dépistés positifs pour l'hépatite C. Un acte dont les premiers bénéficiaires sont les populations de la localité, se réjouit le parrain de la présente campagne.
Tout en lançant un appel aux populations pour une forte adhésion à cette campagne de dépistage, Locré Oumarou Kaboré a souhaité que l'acte s'inscrive dans la durée. Une population qui souffre de sa santé et une population qui ne produit pas. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir accompagner ces jeunes garçons et jeunes filles qui, au quotidien, travaillent pour accompagner cette population pour une meilleure prise en compte des préoccupations de cette population qui manifestement est dans le besoin à travers cet engouement que nous avons pu constater dès la première opération. Comme il le disait tantôt, nous avons pu enregistrer près de 600 personnes et ces 600 personnes nous avons dû interrompre parce que les produits dont nous disposions étaient vraiment épuisés. Par cette campagne, environ 500 personnes ont été dépistées et vaccinées. Les personnes atteintes des hépatites C vont également bénéficier d'une prise en charge, foi du président du Casamag. Ce fan club, qui regroupe des étudiants en médecine et des professionnels de divers domaines d'activité, existe depuis 2016 au Burkina Faso. Il intervient prioritairement dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Le fonds Khalifa d'Abdou Dabi veut soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans le financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce fonds a accordé un prêt de plus de 6 milliards de francs CFA au Burkina Faso. La matérialisation a eu lieu ce mardi avec la signature d'une convention entre le fonds et le ministère de la Jeunesse. Nadine Zongo. Par cette signature du document cadre du programme de développement des micro, petites et moyennes entreprises, plus de 6 milliards de francs CFA sont alloués par le fonds Khalifa au Burkina Faso. Une grande partie de cette somme sera mise à la disposition des jeunes et des femmes promoteurs de petites et moyennes entreprises sous forme de prêts. L'objectif visé par le fonds Khalifa est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Je suis là ce matin suite à la visite de son Excellence, le président du Faso à Abu Dhabi, Son Altesse Royale, m'a instruit de venir au Burkina Faso pour signer cet accord. Ce prêt que nous accordons au Burkina Faso permettra de pallier les problèmes de chômage et de pauvreté. Nous tenons à ce que ce fonds soit en faveur des jeunes et des femmes. Promouvoir de l'emploi décent et de la protection sociale, c'est l'objectif à terme de ce financement qui entre en droite ligne des ambitions de l'acte 2 du Programme national de développement économique et social, PNDS, se réjouit le ministre de la Jeunesse. Selon donc les conditionnalités donc du prêt, il nous a été donc demandé de prendre 50% de jeunes garçons et 50% de jeunes filles, mais de tenir compte aussi du milieu rural et du milieu urbain. 50% en milieu rural, 50% en milieu urbain. Mais aussi de tenir compte, de faire en sorte que dans la mise en œuvre donc, de ces crédits-là, nous puissions donc accompagner 45% de projets, de nouveaux projets, des projets en création, mais 55% pour les projets qui existent et qu'il faut donc renforcer. Alors, cela vise donc à terme à créer donc 7307 projets qui devront donc arriver à employer autour de 20 500 et quelques emplois. Ce prêt de 6 milliards de francs CFA accordé à un taux de 2% est remboursable en 22 ans avec un différé d'amortissement de 5 ans. Le ministère en charge de la jeunesse compte l'injecter dans les programmes et projets de ces 3 départements qui s'occupent des jeunes et des femmes. Le fonds Khalifa, faut-il le rappeler, intervient dans plusieurs pays africains. Il intervient dans le développement des entreprises, la formation et l'autonomisation des femmes et dans le domaine de l'électrification. Autre ministère, autre projet, le ministère de l'Agriculture pose 2 initiatives fortes au profit des jeunes de la région du Nord. À Waiguia, un centre d'incubateur a été inauguré après le lancement de la formation des jeunes dans plusieurs domaines. Des actions censées participer à la réduction du taux de chômage qui touche majoritairement la jeunesse. Des détails avec Sonia Kokti. L'ouverture d'une formation au profit de 100 jeunes de la région du Nord, c'est la première initiative engagée par le ministère en charge de l'Agriculture ce week-end à Waiguia. Afin que le chômage soit réduit au maximum, ces jeunes, constituant une première vague, vont être formés
en conduite des engins lourds, en santé et sécurité au travail, ainsi que dans l'agro-sylvo-pastoral. Lors du recrutement, nous avons reçu 900 candidatures et c'est 100 jeunes qui ont été retenus. Ce qui veut dire que le besoin est là. Et comme le besoin est là, il faut que ces premiers, la centaine-là, soient formés et ensuite on va organiser encore d'autres formations au fur et à mesure afin de permettre que beaucoup de jeunes puissent vraiment avoir de boulot. Parce que tant qu'on ne va pas faire ça, il y aura des jeunes qui vont toujours être supportés par les parents et ce n'est pas une bonne chose. C'est la plaque d'indication du tout nouveau centre d'incubateur au profit des jeunes de la région du Nord. Son inauguration représente la seconde initiative du ministère en charge de l'agriculture dans la région. Le centre porte le nom du défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Une démarche des autorités qui souhaitent que le travail de l'homme reste une forte inspiration pour les jeunes de la région et quel honneur pour la veuve du défunt. C'est un grand honneur qui est fait non seulement à la mémoire de mon époux, mais également à toute la famille à travers l'inauguration de ce matin de ce centre qui va être utile aux jeunes du Atenga à plus d'un titre. Tout le monde sait que mon mari est un homme de conviction et d'engagement. Et je pense qu'il aurait été très fier de voir cette belle initiative qui vise à sortir la jeunesse du Yatenga du désœuvrement. Le centre d'incubateur des jeunes de la région du Nord va dispenser à la fois des cours théoriques et pratiques dans le but de leur inculquer le savoir-faire et surtout l'esprit d'entrepreneuriat. Cette démarche est quelque part censée fournir une main-d'œuvre locale qualifiée dans le domaine minier en plein essor au Burkina. Hors de nos frontières en Guinée, les législatives du 16 février ont été reportées au 1er mars. C'est donc sans surprise que le président Alpha Condé, qui subit depuis plusieurs mois des pressions du FNDC, a pris le décret de report de la date de ces élections législatives. Le récit de Youmondia Bachar Doussa. Les législatives du 16 février prochain en Guinée ont été reportées au 1er mars 2020 selon un décret du président Alpha Condé annoncé le lundi dernier sans pour autant donner les raisons de ce report. C'est un second report qui intervient en l'espace de 3 mois. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour un mandat de 5 ans. Des élections devraient se tenir en fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques au milieu des querelles exacerbées entre la majorité et l'opposition. Avec ce nouveau report, tous les ingrédients sont réunis pour mettre en nu les difficultés que rencontre la CENI guinéenne pour tenir des élections libres et transparentes dans un contexte politique très agité, marqué par un processus électoral boycotté par les principaux partis de l'opposition qui n'ont pas déposé leur candidature auprès de la CENI. Au rang des absents, l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo, qui compte 37 députés, sur les 114 députés que compte l'actuelle Assemblée nationale, et l'Union des forces républicaines de Sidia Touré, qui totalise 10 députés. Ils ont estimé que le processus d'enrôlement avait été ponctué d'anomalies. À toutes ces difficultés s'ajoute le retrait de 7 commissaires membres de la CENI qui dénoncent une gestion opaque du processus électoral. Les autorités religieuses ont aussi donné de la voix en demandant au gouvernement de suspendre l'organisation des élections législatives jusqu'à ce que les parties prenantes au processus se retrouvent pour l'organisation d'élections justes, libres, crédibles, indépendantes et inclusives. Et tout cela dans une atmosphère polluée par des mouvements de contestation par moments violents contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un 3e mandat en 2020. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de TWI TV.